Bonsoir, merci d'être avec nous pour ce numéro exceptionnel de Zone Interdite. Vous l'avez compris, nous sommes en baie de Cannes ce soir et nous sommes à bord d'un superbe yacht, le yacht du prince Al-Walid bin Talal, un prince saoudien. C'est la 5e fortune du monde. Il a accepté que nous soyons à bord. Il va parler avec nous de l'actualité internationale. Mais auparavant, vous allez voir dans quelques instants un reportage sur sa vie quotidienne. Bonsoir, Your Highness. Merci d'être avec nous. Je suis heureux de vous recevoir sur mon bateau. Alors, je sais que vous venez à Cannes régulièrement depuis que vous êtes enfant. Est-ce que c'est la raison pour laquelle vous aimez notre pays, la France? We've been coming to Cannes for the last 20 years. Ça fait 20 ans que ma famille vient à Cannes. Ça a commencé avec mon père et depuis on continue. Quel est votre souvenir, le meilleur souvenir en France, notamment quand vous étiez enfant? Est-ce qu'il y a quelque chose qui a créé un lien indéfinissable avec notre pays? J'ai toujours aimé la France et les villes françaises, mais c'est après un problème très particulier que je me suis vraiment attaché à votre pays, surtout à cette région du Sud. Mon fils a eu un grave accident ici, il a été grièvement blessé. Il a été transporté à Marseille, à l'hôpital de la Timone, où on lui a sauvé la vie. Depuis ce jour, je suis resté très attaché à la France. Alors vous êtes un prince saoudien, vous êtes un homme puissant, comme on va le comprendre à travers le reportage de tout à l'heure. L'Arabie Saoudite, c'est intéressant que vous acceptiez de cette interview ce soir, parce que l'Arabie Saoudite est dans l'œil du cyclone, terrorisme, montée également du prix du pétrole, montée de l'islamisme, on parlera de tout ça tout à l'heure. Mais d'abord, on va vous suivre dans votre vie quotidienne, à la fois d'homme d'affaires, mais aussi dans vos loisirs, dans vos moments de détente, en Arabie Saoudite, mais aussi à l'étranger. C'est un reportage qui va nous emmener un peu partout dans le monde, et notamment à Beyrouth, à Paris, et également à Riyad, bien entendu. C'est un reportage signé Christophe Brûlé sur des images d'Arnaud Mansir, et ça commence à Courchevel, sur des pistes de ski. C'était l'hiver dernier. Le 22 janvier dernier, sur les pistes de Courchevel, notre première rencontre avec le prince Al-Walid. Le milliardaire saoudien est en vacances en France pour une semaine. Sur les pistes, un skieur comme les autres. Vous êtes sûr que je dois mettre le masque? Hein? Ouais, vu qu'on monte, vous aurez besoin du masque, mais là maintenant vous êtes bien. Seule la présence d'un moniteur de ski américain et de quelques gardes du corps le distingue des autres vacanciers. Et pourtant, cet homme possède la 5e fortune du monde, 20 milliards d'euros. Nous sommes au téléphérique qui monte à la Solire, le plus haut sommet de Courchevel. La météo est mauvaise et l'accès est fermé. Mais pas pour Walid bin Talal. Le milliardaire saoudien a réservé pour lui et pour sa suite le restaurant situé au sommet de la station. Merci Votre Altesse, c'était du très bon ski aujourd'hui. Excellent. Nous arrivons au sommet. À presque 3000 mètres d'altitude, l'endroit est désert. Il est 17h, c'est l'heure de la prière. Le prince Al-Walid est un musulman wahhabite, la branche la plus rigoriste de l'islam. Strict respect des principes du Coran et prière obligatoire 5 fois par jour, quelles que soient les circonstances. Il fait moins 10 degrés, il neige, peu importe. La scène peut paraître insolite, mais pour ce Saoudien, rien d'extraordinaire. Nous avons skié aujourd'hui en toute simplicité. Mon fils a skié, ma fille a skié, nos amis ont skié, que ce soit des hommes ou des femmes d'Arabie Saoudite. Et puis quand l'heure de la prière est arrivée, eh bien nous avons prié. Donc il n'y a aucune contradiction entre être un bon musulman pratiquant et puis être impliqué dans la société, avoir un bon comportement social. Le prince Al-Walid défend l'image d'un islam rigoureux, mais moderne. Et s'il en fait un combat personnel, c'est qu'il n'est pas seulement l'homme le plus riche de son pays. Il est aussi le petit-fils du fondateur de l'Arabie Saoudite, le roi Abdelaziz Al Saoud, et le neveu du roi Fahd, qui est mort cet été. En vacances en France, le prince Al-Walid bin Talal bin Abdelaziz Al Saoud passe la soirée entouré de ses amis, dans ce restaurant d'altitude qu'il a réservé à son usage exclusif. Prince et milliardaire, cet homme a un objectif, changer son pays.
Je suis tout ça en même temps. Un Saoudien, un homme d'affaires, un membre de la famille royale. Je suis très proche du gouvernement saoudien parce que je suis l'un d'entre eux. Et puis en même temps, je suis un homme d'affaires qui peut parler librement et franchement. Et j'ai la liberté de dire ce que je pense. Il est 23 heures. Le prince Al-Walid a fait allumer un grand feu, dans la neige. Il aime retrouver l'ambiance du désert, une tradition arabe. Il a même apporté de la musique. Autour de lui, sa suite. De vieux bédouins qui l'accompagnent partout, quelques amis, mais aussi son valet, son coiffeur, son médecin, ses gardes du corps et un conseiller financier américain. Le prince n'hésite pas à s'afficher en présence de femmes. Ce sont des Saoudiennes, elles travaillent avec lui. Ce soir-là, le prince nous a donné un rendez-vous. Trois semaines plus tard, nous sommes à Riyad, la capitale du royaume d'Arabie Saoudite. 4 millions d'habitants, une ville qui se construit sans cesse et gagne sur le désert. Une ville à l'américaine, divisée en blocs, quadrillée d'avenues et d'autoroutes. On n'y fait rien sans sa voiture. Pour trouver le prince, c'est facile. L'homme le plus riche du pays s'est fait construire une tour à sa mesure, la plus haute d'Arabie Saoudite. 304 mètres, 77 étages. Mais pas le temps de visiter la tour, car au rez-de-chaussée, le prince est sur le départ. Il se rend aux obsèques de l'ex-premier ministre libanais, Rafik Hariri, tué l'avant-veille dans un attentat à Beyrouth. Nous partons pour le Liban. Le prince Al-Walid est membre de la famille royale, mais il n'a aucune fonction officielle. Son voyage au Liban se fait donc à titre privé. Pourtant, lorsque l'homme le plus riche du pays part à l'étranger, cela ressemble fort à une visite d'État. À l'écart de la zone commerciale de l'aéroport, voici l'avion du milliardaire. Ce parking est réservé à la famille royale. L'avion du prince Al-Walid est un Boeing 767. Protocole oblige, le prince est le premier à monter à bord. Il y a 2h30 de vol pour atteindre Beyrouth. Le temps de visiter. Au centre de l'avion, le prince dispose d'un petit bureau. Et voici sa chambre. Le dessus de lit est en vison. Mais le prince n'y dort jamais. Bien sûr, il y a une salle de bain. À l'avant, c'est le grand salon. Walid bin Talal voyage avec ses conseillers. Ce jour-là, son médecin privé et un avocat. Les hôtesses sont saoudiennes, anglaises, polonaises, et le prince souhaite qu'elles soient habillées à l'occidentale. Le milliardaire saoudien possède en fait 3 avions privés, dont 2 plus gros que celui-ci, un Airbus A340 et un Boeing 747. Il a l'embarras du choix. Certains avions ne peuvent pas atterrir sur de petits aéroports. Alors dans ces cas-là, on choisit le petit modèle. Certains avions sont plus rapides que d'autres aussi. Alors certaines fois, on prend le plus rapide. Et puis il y a des avions qui prennent plus de passagers que d'autres, mais qui coûtent plus cher aussi. Alors au final, on choisit selon les besoins. Même en avion, le prince Al-Walid n'oublie pas l'heure de la prière. Cet homme qui fait chaque année près de 10 fois le tour de la planète ne veut pas perdre un instant quand il voyage. Il veut garder le contact permanent avec ses affaires. C'est la responsabilité de Raouf, un franco-algérien. Dans l'avion, Raouf vérifie les liaisons par satellite. Tout doit fonctionner. Quand on vole à travers toute la planète, il n'y a pas des zones d'ombre, des endroits où on ne peut plus être joint? Non. Mon travail, justement, c'est d'effacer ces zones d'ombre-là. Je dois toujours trouver une technologie qui nous permet de ne pas avoir de zones d'ombre. C'est là que je change donc les satellites par rapport à l'endroit où on est sur Terre. J'ai juste à changer le satellite pour établir la communication. Et à partir de là, je transfère les appels au prince.
Sinon, des fois, lui, c'est lui qui m'appelle pour appeler quelqu'un et le transférer d'ici. Donc tout se passe ici. Le fax, l'email, tout arrive là. Aujourd'hui, si le prince tient à se rendre au Liban, c'est parce qu'il a des liens particuliers avec ce pays. Ma mère est libanaise. Elle est la fille de Riyad El Sol, le tout premier ministre après l'indépendance du Liban, une indépendance obtenue de la France. Et moi, j'ai habité au Liban, où j'étais à l'école élémentaire, chez ma mère. Si par son père, le prince est un des héritiers du fondateur de l'Arabie Saoudite, il est donc aussi par sa mère le petit-fils d'un des fondateurs du Liban moderne. Une double filiation qui fait de lui un des hommes les plus puissants du Moyen-Orient. Et pendant que l'avion du prince survole la ville, les Libanais enterrent leur ex-premier ministre. Au Liban, dont il a aussi la nationalité, Walid bin Talal est reçu comme un chef d'État. Au pied de son avion, un cortège de voitures blindées, mis à sa disposition par la présidence de la République libanaise. Ce jour-là, des responsables politiques du monde entier sont à Beyrouth. Voici l'avion de Jacques Chirac. Dans la ville, 3 jours après l'attentat, la tension est à son comble. L'objectif du prince est de se montrer aux côtés de la famille de Rafik Hariri, dont il était pourtant un adversaire politique. Mais il est venu dénoncer le terrorisme. Walid bin Talal est accueilli par les fils du Premier ministre assassiné. Voici Baha, le fils aîné, celui qui doit recevoir les condoléances. Toutes mes condoléances. Je suis venu avec mon fils Khaled. Merci beaucoup. Nous allons ouvrir une nouvelle page. Sois sûr que je suis ton frère en Arabie Saoudite. Nous devons nous rencontrer plus souvent, collaborer plus intensément pour la renaissance du Liban et pour continuer ce que Rafik a commencé. Rafik a perdu sa vie pour le Liban. Et sur le perron de la résidence Hariri, les deux hommes font une déclaration commune. C'est exactement ce que souhaitait le prince.